Oui, donc du coup, je vous ai sorti des documents liés à la presse. Alors, on va démarrer par du très vieux, puis ensuite on ira vers des objets plus contemporains. Donc déjà, quand vous pensez à la presse, il faut voir que l'âge d'or, je vous l'ai mis dans le cours, c'est vraiment le 19e siècle. C'est là qu'on a des procédés d'impression qui commencent à valoir... bon, déjà, une presse commence à valoir moins cher, et puis même les procédés d'impression permettent de créer des numéros qui sont en dessous d'un franc de l'époque. Donc du coup, on peut avoir des journaux à 15 centimes, 20 centimes, ce qui est déjà pas mal. Hein. Sous Napoléon III, par exemple, c'est quand même c'est l'équivalent de facilement 25 centimes, c'est l'équivalent de 2 euros. Donc du coup, on a une presse qui est achetable par les classes populaires. Pas toutes. Souvent, un journal il va être lu plusieurs fois. On l'achète en commun. Il est partagé, par exemple, autour du café. Mais en tout cas, l'audience l'audience des journaux est de plus en plus grande. D'accord ? Au Second Empire, on a encore, par contre, beaucoup d'affichage public. Et par exemple, je vous ai sorti une dépêche télégraphique. Donc, c'est le discours de l'empereur Napoléon III pour l'ouverture de la Chambre. Donc, aux sénateurs et aux députés, c'est la réunion des deux chambres. C'est un système bicaméral encore sous l'Empire. Où du coup, en janvier 1869, l'empereur fait un discours, et ce discours, il va être reproduit et placardé dans les mairies. Donc, par exemple, celui-là, il est imprimé par la préfecture de Dordogne. Je l'ai récupéré à Biron, en fait, toute cette liasse-là de vieux papiers. C'est des journaux qui viennent de la ville de Biron. J'avais récupéré une brocante, c'était une partie des archives de la mairie qui avait été récupéré dans une poubelle et vendu à la découpe. Donc j'ai récupéré quelques journaux intéressants et quelques affiches intéressantes. Les journaux, à l'époque, vous voyez, qui dit journaux populaires dit souscription. Donc par exemple, vous vous inscrivez comme membre fondateur du journal. Et ici, on voit donc la Revue de l'Empire, qui est un journal des années 1860, va être fondée, et on appelle, même dans les campagnes, aux notables particulièrement. On écrit par exemple, ça c'est envoyé au maire, justement, c'est un courrier qui était adressé au maire. C'est un peu les spams de l'époque, où on lui demande s'il veut bien participer à la création du journal. Vous avez l'adresse au dos. Alors vous voyez, là c'est pour une souscription pour l'année 1862-1863. On n'est pas au début de la création du Second Empire, hein, c'est 1851, le début de l'Empire. Mais du coup, vous voyez que vous vous abonnez et puis vous pouvez faire partie des fondateurs du journal. Mais voilà, là on a des symboles qui sont intéressants à analyser. Les drapeaux français, les lauriers et les chaînes de la victoire et de la sagesse et de la science. Et puis la Légion d'honneur entre les pattes de l'aigle, qui est évidemment le symbole de l'Empire. Voilà. Du coup, ce qui est marrant, alors dans ces papiers, moi il y a un autre truc que je voulais vous montrer qui est un peu hors sujet, mais je le montre quand même. Bon, déjà aussi il y avait le papier. Alors vous voyez que c'est encore un papier, une pâte à bois qui est assez épaisse, qui est jolie au Second Empire, parce que beaucoup de papiers sont pas des objets populaires. Mais ça, c'est le tableau de recensement des jeunes gens. Donc c'était pour l'inscription pour le service militaire, pour faire partie du tirage au sort. Et vous voyez qu'on a inscrit des numéros. Alors ce qui est assez émouvant, bon déjà c'est des noms du pays, hein, c'est Doumingue, Capret. Mais alors en plus, on notait 1 pour celui qui sait lire, 2 pour celui qui sait lire et écrire, 0 pour celui qui sait ni lire ni écrire, et D pour douteux, les personnes où il y a des remarques à faire. Alors là, vous voyez, on a 0 pour le petit de Mangy, ou qu'on dit aussi, j'ai entendu Doumingue pour ce nom-là dans le coin. Qu'après, alors ça vient de 5 après, c'est vraiment un prénom très local, qui était né en 1842. Fils de métayer, donc paysan non propriétaire, lui-même est cultivateur dans la ferme de ses parents sans doute. Et vous voyez, il ne sait pas écrire son prénom, il ne sait pas écrire son nom, on met 0, ne sait ni lire ni écrire, et il y a une croix. Alors que le fils du notaire, lui, il sait lire et écrire, et puis il est capable de faire sa signature morant, voilà. Et puis il est fils du notaire de Biron. Donc du coup, vous le voyez, 2 c'est bon, c'est lire et écrire. Et c'est assez émouvant, là on en parle souvent, mais la presse, elle va décoller à la fin du 19e siècle et au tout début du 20e siècle, et c'est là qu'on aura les plus gros tirages, parce que les gens savent lire et écrire. C'est l'éducation qui va permettre d'avoir énormément de lecteurs. Donc c'est important. Dans notre thème, c'est le regard critique, mais déjà pour avoir un regard critique face aux informations, faut pouvoir les lire. Et là, vous voyez, au Second Empire, sur 3 conscrits, il y en a un qui sait lire, il y en a un qui sait lire et écrire parfaitement, et qui sait bien faire une belle signature. Et puis il y a le pauvre fils de métayer qui lui sait ni lire ni écrire, même pas écrire son prénom, quoi, parce qu'il a jamais été à l'école.
Il n'y avait pas d'instruction obligatoire. Il y a l'obligation de tenir une école, mais les cours, c'est un instituteur tout seul qui reçoit les enfants des parents qui veulent bien les envoyer. Donc chez les cultivateurs, les enfants, ils bossent. Et du coup, on n'apprend même pas à écrire, à avoir une signature, quoi. Voilà, donc ça, c'était ces placards, les affiches. Et je voulais vous montrer également, il y a une affiche qui était très émouvante. Je vous l'ai mis en dessous. Ah oui, là, non. Parce que alors, je sais pas pourquoi, ils essaient de débarrasser de tout ça. Vous avez toutes les dépêches de 70. Et vous avez une affiche, comme aujourd'hui, on est dans l'histoire de la pénurie de masques. On est pris dans nos pénuries nationales. Je voulais quand même vous montrer, en 1870, les dames de la bonne société française. Alors que, du coup, l'Empire s'est effondré en septembre, qu'on a déclaré donc, la République, qu'on a proclamé la République. Il y a un appel pour récupérer des flanelles, de quoi faire des pansements, de quoi faire des vêtements d'hiver pour les prisonniers français de l'armée. Donc du coup, vous voyez, c'est le tout début de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge s'est inventée justement pendant la bataille de Solferino, pendant le Second Empire, par un médecin suisse. Mais du coup, là, ce que vous voyez, c'est qu'on cherche à récupérer pour tous ces hommes qui sont prisonniers des Allemands, dans des camps où le typhus, les maladies font rage. On demande des vêtements propres, de quoi faire des linges, de quoi faire des pansements qu'on va laver et changer auprès des blessés. Et du coup, moi, j'ai trouvé assez rigolote. Là, je ne me souvenais plus qu'il y avait ça. Et du coup, bon. Et alors, l'affiche, vous voyez, l'affiche, déjà, c'est des très belles grandes affiches avec des compositions bois. Là, c'était des grandes lettres en bois. Sur un papier qui est beaucoup plus fin, là, pour le coup. C'est un papier de guerre. C'est ce papier bleu qu'on trouve sur les affiches caractéristiques. Hop, faut bien la replier. Caractéristiques de la guerre de 70. Mais au Second Empire, c'est encore beaucoup par l'affichage public, par les placards, y compris rédigés à la main, qu'on va avoir les informations. Voilà. Et puis au 19e siècle, au 20e siècle, c'est l'âge d'or de la presse. Voilà. On va avoir des journaux, on va être abonné à un journal, et c'est important que vous ayez déjà le vocabulaire des journaux, comment se présente un journal, comment c'est fait, quelle forme on va y trouver. Hop, je change tout ça. Alors par exemple, si on prend combat, alors ça c'est un petit vocabulaire qu'il fallait que je vous donne absolument. C'est un point crucial, parce que vous avez besoin de ce vocabulaire. C'est quelque chose qu'on peut vous demander, puis qui vous servira toujours. Alors, un journal, comment c'est fait? Bon, déjà, je vais pas trop le mettre dans le soleil. Alors ça c'est la une de Combat. Combat, c'est un journal qui est créé pendant la Résistance, qui a atteint... au tout début de l'année 44, les 10 000 exemplaires, malgré la censure de l'État français et puis des Allemands qui pourchassent les gens qui produisent et qui vendent Combat. Ça, c'est un numéro du 8 mai 1945, c'est celui de la capitulation. Là, la France est libérée, l'Allemagne rend les armes, Hitler s'est suicidé dans son bunker à la fin du mois d'avril, et puis du coup, ça y est, la capitulation allemande sans condition va être négociée. Alors, déjà... vous devez bien voir que vous avez tout en haut un bandeau avec... Alors là, le bandeau, c'est vraiment tout ce qui est tout en haut, Avec au centre, ici, on n'a pas de petite mention, il n'y a pas de brève, il n'y a pas de chronique. Des fois, on peut avoir une mention. Vous voyez, par exemple, ici, on peut avoir les dernières nouvelles, des titres d'articles qui vont être développés dedans. Bon, là, le bandeau, il est vide. Mais on a en dessous, on a un bandeau manchette avec... la manchette, c'est le titre de la revue et puis les indications. Alors là, elles sont mises dans ce qu'on appelle les oreilles, à gauche et à droite de la manchette. Et bien la date, le numéro, le comité de rédaction. Là, on voit que on a le comité de direction, ce qu'on appelle l'ours en fait, une partie de la rédaction. Il y a l'adresse, le téléphone, et puis également, vous avez toujours une petite pub souvent dans l'oreille qui est à droite du titre, donc l'oreille gauche. C'est un peu comme un corps, hein. Vous avez en bas le pied, et puis en haut... les oreilles, et donc là vous avez le prix de l'abonnement, voilà, chaque journal fait un peu comme il veut, mais du coup vous avez toujours cette manchette tout en haut. Ensuite vous avez le plus grand article, la tribune, alors là on le voit direct, l'acte de reddition a été signé à Reims. Vous avez deux sous-tribunes, alors les sous-tribunes vous les avez ici à notre gauche et à notre droite, voilà, c'est les articles secondaires souvent, et puis souvent la sous-tribune qu'on va trouver à gauche, c'est l'éditorial. C'est un article souvent qui donne son avis sur l'actualité, qui permet
C'est souvent des articles rédigés à la première personne et puis qui vont donner un avis. En tout cas, s'ils ne sont pas déjà à la première personne, ils donnent un avis. Voilà, ça c'est la sous-tribune. C'est souvent, oui, donc l'article éditorial. Ensuite, on a le ventre. Ici, vous voyez qu'il est découpé entre plusieurs articles. Voilà. Les collaborateurs de marque sont ramenés au Bourget. Hop, vous le voyez, c'est souvent sous la tribune, en fait, c'est un groupe d'articles. Et puis, tout en bas, un pied de page. Alors là, le pied de page, à l'époque, il n'y a rien. Donc souvent, vous avez des publicités. Vous pouvez avoir un l'ours, on peut mettre le comité de rédaction. Tout en bas, on peut mettre le comité de rédaction sur cette page de une. Et vous avez parfois donc un cheval, c'est un petit article qui se continue à l'intérieur, qui est à l'intérieur. Voilà. Puis derrière, il y a des annonces, quand c'est des conférences de Paul Valéry. Vous avez déjà toujours des résultats du résultat sportif à l'époque. Alors vous voyez un combat à l'époque en 1945, c'est une page recto verso, c'est petit. Voilà. D'autres journaux de la résistance. Un local, La Voix de Paris, je vais vous le montrer. Je vais replier combat. Ah, ça, celui-là, il vient de mon grand-père, parce qu'en fait, il s'est pris une balle de mitrailleuse allemande à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il combattait dans la 9e division d'infanterie coloniale, et du coup, il était hospitalisé, là, donc il avait gardé. J'ai retrouvé dans son courrier, en fait, j'ai été recherché là tout à l'heure, dans une partie de ses papiers, des journaux. Parce que je me souvenais que petit, j'avais feuilleté ça. Voilà. Un autre journal, Résistance, La Voix de Paris, 6 avril 1945. Ça, c'est vraiment le journal journal de guerre. Ils sont beaucoup plus petits que les journaux des années 30 que vous pouvez trouver. D'accord ? Un autre que je vais vous montrer dans les journaux de guerre, c'est la Feldzeitung, donc les nouvelles du front. Alors là, tout de suite, vous voyez que c'est pas le même pays. Là, on est dans un journal allemand, donc de l'été 40. Journal illustré, avec supplément photo à l'intérieur. Là, vous voyez les soldats allemands en train d'envahir la France. Et ce qui est intéressant, celui-là, c'est une édition pour l'armée de Moselle. Du coup, c'est Metz, Verdun, Toul, les lieux de rédaction. Et vous voyez le monument de la bataille de Verdun, donc au cœur de la ville de Verdun, en France, en Lorraine, dans le département de la Meuse, qui est ici recouvert de part et d'autre des étendards de la Wehrmacht. Voilà. Et du coup, ça vous montre aussi que c'est la Feldzeitung, vous pouvez la citer. Tout de suite, les Allemands vont s'approprier le territoire en faisant paraître des journaux d'occupation. Vous voyez, dès 40, hop, dès que l'armée allemande rentre en France, on fait paraître des journaux. Et souvent, ces journaux, après, pendant l'occupation, c'est le cas, par exemple, de Signal, qui va être produit en langue française. Mais les journaux avaient souvent une feuille en français, ensuite, qui permettait de faire lire les articles les plus intéressants, enfin en tout cas des résumés d'articles aux populations occupées. Voilà. Mais produire un journal, c'est toujours une marque d'appropriation. Comme ça, c'est marrant parce que c'était plié dans l'illustration, c'est une petite carte de la guerre d'Espagne. Voilà, commission de solidarité du Rassemblement populaire, vous pouviez acheter une petite carte postale pour 0,50 francs pour donner de l'argent pour les réfugiés d'Espagne. Je suppose que quelqu'un de ma famille avait donné des sous. Les journaux, c'est pas que des quotidiens, parce que là, je vous ai montré donc, le Feldzeitung, les nouvelles du front, c'était une parution un peu au gré des combats. Hein, donc, c'était autour d'un rythme mensuel, il me semble, mais à vérifier. Mais en tout cas, c'était pas un quotidien. Et vous avez aussi, à l'époque, déjà dans les années 30, de grands mensuels. Et avant la guerre, c'est l'illustration. Ça, c'est le numéro donc, du double assassinat d'Alexandre de Yougoslavie et du président Barthou, donc président de la République française. Ils vont être assassinés en 1934, en octobre 34. Et du coup, il y a un numéro spécial d'illustration qui avait été gardé donc, par quelqu'un de ma famille. Du coup, vous voyez que c'était... Alors, l'illustration, c'est un peu l'ancêtre de Paris Match. Voilà, l'assassinat. Vous avez des photos... la fête avant la mort, enfin il y a des titres un peu, vous avez des titres un petit peu sensationnels. Puis voilà, on achetait, alors là la place est mise aux photos quoi. Regardez, un double pleine plage
Hop. L'attentat a lieu. Voilà. Donc l'assassinat en pleine rue du roi de Yougoslavie et du président de la République française en 1934. Vous voyez que là, bon, ce qui est intéressant, alors regardez même les photos, voilà, là vous avez Alexandre de Yougoslavie en mourant dans la voiture. Alors, le meurtrier, il s'est fait sabrer en pleine rue, regardez, les coups de sabre des gendarmes, voilà, et de la garde républicaine. Et du coup, Petrus Kelmen, la personne qui a assassiné donc, le président et le roi de Yougoslavie. On ne vous épargne rien. Voici la banquette ensanglantée qui va donner des coups de pistolet. Voilà. Donc du coup, vous voyez qu'il y a déjà une presse quand même sensationnelle et qu'il y a déjà de grands... vous avez vu, vous avez l'illustration. Voilà, là, un numéro souvenir du maréchal Foch. Alors le maréchal Foch, c'est le grand maréchal de l'armée française à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est lui qui va être même le généralissime des armées alliées. Il va commander des corps d'armée aussi bien français qu'anglais. Donc du coup, quand il meurt, là, dans les années 20, il y a un numéro spécial d'illustration, puis c'est un journal qu'on garde. Vous avez des petites découpes, voilà, d'articles qui avaient été découpés aussi. Et puis, je voulais vous montrer autre chose. C'est un papier qui est assez rigolo. C'était dans les papiers militaires d'un de mes arrière-grands-pères. Alors, il voulait savoir s'il pouvait être récipiendaire donc recevoir la croix du combattant, donc une décoration pour les engagés volontaires, et il avait écrit non pas au ministère des Anciens Combattants, au ministre de la Guerre, mais à l'intransigeant, donc à son journal préféré. Voilà, et vous avez la réponse du secrétaire de direction qui lui dit qu'effectivement, s'il a devancé de 3 mois l'appel sous les drapeaux pour son engagement pour la guerre de 14, du coup, lui, il peut être récipiendaire de la croix du combattant. Mais vous voyez, c'est dingue, il est écrit à l'intransigeant. Il va se renseigner auprès de son... Oui, du coup, c'est monsieur Daban. Mais du coup, il va se renseigner auprès de son journal. Et vous voyez, il était abonné à l'intransigeant. Et vous voyez, le rôle du journal était central dans la vie des gens. Moi, je suis abonné au Monde, hein, mais j'écris très rarement à la rédaction du Monde. Pour avoir surtout un renseignement personnel comme ça, légal. Mais je suis retombé plusieurs fois dans des brocantes sur des courriers faits par des gens qui demandaient comme ça des renseignements, y compris de la vie de tous les jours, à leurs journaux, quoi. Ensuite, les beaux journaux, les beaux mensuels, particulièrement littéraires, on les fait relier. Et vous avez là les annales politiques et littéraires. Donc il y a un peu de critique sociale, il y a beaucoup de romans, des créations artistiques. Et ils étaient reliés. Là, c'est un numéro de 1913. C'était pareil, c'était illustré. Alors c'est façon vraiment journal 19e siècle. Et vous voyez qu'on reliait les journaux, on l'a gardé dans la bibliothèque. Du coup, vous voyez la mise en page, voilà, avec la manchette qui est très étroite, caractéristique. Là, on est vraiment dans un journal. Vous voyez, ça doit vous rappeler les entrées de métro Guimard à Paris. C'est complètement art nouveau. Quelques photos très rares et en noir et blanc. Voilà. Autre point, les périodiques qui apparaissent au XXe siècle, c'est les périodiques jeunesse. Guignol, le cinéma de la jeunesse, ça c'était un de mes grands-pères. Voilà. Bon, c'est un cinéma très relatif, hein. Voilà, illustré. Avec, on a peu de bandes dessinées, on a surtout des vignettes illustrées. Voilà, façon Christophe, façon 19e siècle encore. Peu de BD, avant la guerre de 40. Pierrot, c'est après-guerre. Spirou, c'est ce que je disais quand j'étais petit. Des vieux Tintins récupérés dans les brocantes, mais c'est pareil. Et le journal de Mickey, alors celui-là, il est des années 60. Voilà, donc vous voyez, pensez à la presse jeunesse, parce que c'est elle aussi qui forme son lectorat. Elle est beaucoup plus neutre, hein, évidemment, politiquement, même si vous avez PIF, par exemple, pour les enfants des membres du Parti communiste. PIF était plutôt de gauche. Au contraire, Tintin, c'est plutôt une presse jeunesse neutre politiquement et finalement assez à droite, hein, les valeurs de Tintin. Hergé était plutôt centre-droit, voire droit. Il avait été ami avec le fondateur du rexisme en Belgique, hein, pendant la guerre, donc la partie politique calquée sur le parti nazi. Finalement, le journal de Tintin, quand on lit les aventures de Tintin, c'est pas hyper neutre, c'est plutôt de droite, quoi. Voilà. Sachez également, ayez en tête
quelques grands chiffres de la presse. Aujourd'hui, je vous l'ai dit dans le cours, la presse est en crise. Si vous regardez les chiffres, alors Le Figaro, en 1999, par exemple, c'était 366 000 numéros quotidiens. Aujourd'hui, c'est 317 000. C'est aujourd'hui le premier tirage de la presse française. Le Parisien, donc un régional, pensez à tous les journaux régionaux. Le Télégramme de Brest, Ouest France, Le Parisien. Ici, c'est Sud-Ouest et la Dépêche du Midi. Mais du coup, vous voyez que Le Parisien, c'est encore aujourd'hui 306 000 numéros. C'était 479 000 numéros jour. Donc un tirage à 479 000 exemplaires jour en 1999. Le Monde, troisième quotidien français, c'est 302 000 numéros aujourd'hui. C'était 390 000 en 1999. C'était le deuxième journal français. Vous voyez que Le Figaro est passé devant. Libération, c'est le plus grand effondrement de la presse française. Vous m'avez vu des fois cette année le lire. J'ai écrit dedans. Et du coup, Libération s'est passé de 169 000 numéros vendus en 2018 à 70 000. À 70 000 en 2018. Voilà. Alors que c'était à 169 000 exemplaires en 1999. Donc il y a une érosion vraiment des tirages papier. Même si les rédactions se maintiennent en ligne, c'était le papier qui faisait vivre. C'est toujours le papier qui fait vivre certains journaux comme le Canard enchaîné. Et encore, comme Le Monde, le tirage papier est important. Mais on a du mal à trouver de nouvelles ressources. La pub prend de la place, elle influence les rédactions. Et la fin de l'abonnement papier a quelque peu érodé du coup la presse française. C'est clair et net. Ensuite, les journaux d'aujourd'hui, c'est Charlie Hebdo, par exemple. Bon, alors là, celui-là, il est dépioté. Je les ai pris en fait dans les comment on appelle ça, dans tout ce qui attendait pour allumer le feu. Charlie Hebdo, c'est le plus gros. Ça a eu été, du coup, en 2015, au moment des attentats, le plus gros tirage de la presse française avec 5 millions. Et il a doublé donc les précédents records. En 1918, le Petit Parisien, qui pour le 11 novembre avait tiré à 2 millions d'exemplaires. En 1970, à la mort de De Gaulle, François avait tiré à 2 200 000 exemplaires. L'équipe, pour le 13 juillet 1998, donc la victoire de l'équipe de France de football, avait tiré à 1 960 000 exemplaires. Et du coup, les 5 millions de Charlie Hebdo, c'est inédit. Voilà. Connaissez les journaux de gauche et les journaux de droite. Ces petits records, c'est intéressant à connaître. Et il y a des chiffres. Hein. Alors, plutôt à gauche, Le Monde diplomatique. Un mensuel, moi j'aime beaucoup. Pour vous, alors c'est celui qui est le plus exploitable en classe. Voilà. Il est très intéressant, souvent très critique vis-à-vis du pouvoir. Libération, journal de gauche. Bon, ça c'est des vieux numéros tout jaunis. Plutôt centre-gauche. Voilà, grosse érosion. L'ancien journal de Jean Jaurès et organe du Parti communiste français, L'Humanité, à gauche. Le Canard enchaîné, je vous ai demandé d'écouter les avoigneux sur le rédacteur en chef, Angélie. Du coup, le Canard enchaîné, fondé pendant la Première Guerre mondiale. Et enchaîné parce que du coup, à l'époque, largement censuré. Alors, il n'est pas du tout disponible sur Internet. Il n'y a que la première page qui est mise en ligne, il me semble, sur leur site. Il n'y a rien. Il n'y a pas de publicité. Là, vous voyez, c'est une publicité pour des hors-séries. Et du coup, le Canard enchaîné, c'est vraiment un journal qui est resté très papier, quoi. Et c'est un journal qui n'est ni vraiment de droite ni de gauche. Il sert surtout de caisse de résonance au scandale politique. Vous avez écouté l'ancien rédacteur en chef, donc qui est toujours journaliste. Éric Angéli, il est toujours journaliste au Canard, mais il n'est plus rédacteur en chef. Et il vous explique bien, c'est même les partis politiques qui viennent les renseigner, quoi. Alors eux, ils prennent, dès que c'est vérifié, ils vont sortir les affaires. Donc, c'est un journal très particulier que je conseille vraiment de feuilleter régulièrement. Ceux qui ont par exemple sorti l'affaire Fillon, ceux qui ont sorti l'affaire des diamants de Bokassa, ils ont été sous écoute. Hein. Il y a eu des micros posés dans la rédaction. Enfin, c'est vraiment un journal qui a défait le monde politique français pendant tout le XXe siècle et encore au XXIe. Et puis des locaux, la Dépêche du Midi, le Petit Journal du Lot-et-Garonne et l'autre grand quotidien régional ici, c'est Sud-Ouest. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. Bon, ça fait 24 minutes de vidéo, c'est encore interminable, mais gardez ces éléments en tête. Allez lire des journaux, là, profitez du confinement pour voir le traitement qui est fait du coronavirus par les grands titres de presse. Allez sur le site du Monde, allez sur
les canaux d'information, y compris aujourd'hui les rédactions audiovisuelles, aller sur le site de BFM, aller voir les grands journaux d'aujourd'hui et essayer de voir de quelle façon sont traitées les grandes actualités. Et puis du coup, est-ce qu'ils sont de gauche, est-ce qu'ils sont de droite, est-ce qu'on est dans un journal sensationnel, un journal plutôt informatif et neutre dans son ton. C'est intéressant que vous preniez vos distances face à ça. Et pour prendre ces distances, il faut savoir déjà... il faut savoir de quoi on parle, du coup. Et puis, il faut avoir lu, quoi. Voilà. Allez voir, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai vu, il y a Closer fait Star et Coronavirus. Allez voir France Dimanche. Allez voir les différents titres de presse. Hein, des titres de presse sensationnels et des titres de presse neutres et informatifs. Et là, du coup... vous ferez une bonne idée du monde littéraire français. Bon, et puis après, juste parce que j'en parle tout le temps, c'était rangé avec, je vais vous montrer quand même un peu de garde 14. Ça, c'est des musettes à peindre de la première, deuxième guerre mondiale. C'est la deuxième guerre, c'est la première guerre. Mais je voulais vous montrer surtout, j'en ai parlé pas mal cette année, j'en parle régulièrement. Voilà, je suis retombé sur une petite cravate en soie et un petit calot bleu horizon. Donc ça, c'est le vrai bleu horizon première guerre. Il a été un petit peu imité. Mais ça, du coup, c'était pour vous montrer le regard au soleil. C'était ça, la couleur de l'uniforme des soldats français. Voilà, en 14. Il y a une petite bande moltière là, pour mettre autour des tibias. Voilà, donc vous voyez ce bleu. Hop, j'en parle très souvent. Un calot de la coloniale, kaki. Ce sera la couleur en 40. Mais c'est un première guerre, ça. C'est de la coloniale première guerre, il me semble. Voilà. Oui, j'espère que ça vous a intéressé. C'est toujours fait un petit peu, on peut dire, à l'arrache. Mais normalement, là, vous avez tous les éléments, des records de la presse française à connaître, le vocabulaire d'une une de journal, et puis la présentation de titres de presse, pensez au régional, et allez lire, là, profitez du confinement pour lire et pour vous faire une idée, et commencer à réfléchir, parce que ça sera la fin. Donc on va parler d'internet, on va parler d'audiovisuel, et la fin de notre chapitre, ce sera que vous ayez une idée un peu claire du panorama de l'information en France, des canaux de transmission de l'information, et puis surtout que vous soyez capable de dire quels sont les éléments d'une presse libre. Parce que je vais vous donner des éléments sur le blog, la concentration des médias en France. Il faut savoir que les 10 grands groupes de presse, ils appartiennent à 2 fois moins de propriétaires, donc de grands patrons. Et du coup, c'est intéressant de voir que la concentration, ça va jouer aussi sur les médias. Je vous ai d'ailleurs donné un document issu du monde diplomatique, une carte des propriétaires des grands titres de presse français et de l'audiovisuel, et ce serait bien que vous la repreniez. Mais bon, c'est des éléments que je vais vous redonner. Voilà, donc lisez. Allez, bonne journée, et puis continuez à rester enfermés chez vous. Au revoir.